Ils forçaient les enfants à porter une toge pendant qu'ils maltraitaient des animaux. C'est un État très croyant. On s'inquiétait beaucoup à l'idée que des gens vénèrent le diable. Un couple marié est accusé de sévices sexuels sur des enfants lors de rites sataniques. On avait peur d'aller en prison, alors qu'on n'avait rien fait. Les allégations étaient de plus en plus atroces. Il était question d'enterrement, de cimetière, de mort. Des femmes et des enfants de tout le pays révèlent d'horribles sévices rituels. Certains affirmaient que 50 000 enfants étaient sacrifiés chaque année dans ces rites sataniques. On finit par se demander sérieusement ce qui se passe. Pour Vanity Fair, la journaliste Leslie Bennett a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Rites sataniques ». Le voici en images. Fran Keller aime s'occuper des enfants. Quand mes enfants étaient petits, j'en gardais d'autres pour qu'ils puissent jouer ensemble. J'adore les enfants. Ils ne demandent qu'à apprendre. Et on est là pour ça. Après le départ de ses enfants, en 1989, Fran ouvre une garderie agréée dans sa maison de 3 chambres, en banlieue d'Austin, au Texas. C'était une femme bienveillante qui aimait travailler avec les enfants. Elle était heureuse. Son métier lui plaisait. Elle garde en moyenne 6 enfants par jour, âgés de quelques mois à 5 ans. Pendant que Fran s'occupe de la garderie, son mari Dan dirige une équipe de voirie pour le comté jusqu'en 1990. Après mon licenciement, je suis resté à la maison pour aider ma femme. Danny fabriquait des jeux dans le jardin pour les enfants. Il a construit un bac à sable et une grande cage à oiseaux. On avait des colombes qu'on avait achetées dans une vieille boutique à la campagne. Au printemps 1991, la petite Christy Chavirs, 3 ans, commence à fréquenter la garderie de Fran Keller. C'était une jolie petite fille. Elle me rappelait mon petit-fils. Elle était parfois espiègle. Je ne pouvais pas la laisser seule trop longtemps avec les autres enfants. Elle avait tendance à les taper. Et elle n'était pas très douée quand il fallait raconter la vérité. Les parents de Christy, Rick et Suzanne Chavirs, jonglent entre leur travail et la garderie. Ils sont en plein divorce. Fran se demande si ses problèmes familiaux n'auraient pas des conséquences sur l'enfant. Très souvent, elle ne voulait pas rentrer chez elle. Elle piquait des crises en partant. Elle voulait rester à la garderie. Quelque chose n'allait pas. Christy se comportait bizarrement. C'était une petite fille perturbée. Elle avait des troubles du comportement. Elle voyait un psychologue à cause de ses attitudes inquiétantes. Elle se prenait parfois pour un chien et voulait manger dans un bol. Elle avait tenté de sauter d'une voiture en marche et avait voulu faire du mal à ses animaux domestiques. Un jour, sa mère m'a dit que Christy avait des problèmes et qu'elle était suivie par un thérapeute. J'ai regardé Christy et j'ai dit à sa mère, « Votre fille de 3 ans voit un thérapeute. Elle ne se comportait pas comme ça chez moi. » Au fil des semaines, Christy s'adapte à la routine de la garderie. Le 15 août 1991, sa mère vient la chercher à 13h30. Mais cette journée-là n'aura rien de routinier. Christy était avec sa mère. Elle se rendait chez le thérapeute. Quand elle lui a dit qu'elle ne voulait plus retourner à la garderie, elle ne s'y plaisait plus parce que Danny, Monsieur Keller, lui avait fait du mal.
Elle avait reçu une fessée. Et une fois chez le thérapeute, l'histoire de la fessée s'est transformée en sévices sexuels. Affolée, Suzanne Chavirs s'empresse d'emmener sa fille à l'hôpital Brackenridge d'Austin. Le docteur Mao, un jeune médecin urgentiste, traitait aussi bien les enfants que les adultes. Et il a découvert sur la petite ce qui était, selon lui, des traces de sévices sexuels. Suzanne Chavirs porte aussitôt plainte contre Dan Keller. Le lendemain, 2 enquêteurs du bureau du shérif du comté de Travis se présentent au domicile des Keller. On frappe à la porte, j'ouvre. Il y a un homme et une femme. Ils ne me montrent même pas leur insigne. Elle me dit que Dan est accusé d'avoir blessé Christy. Je réponds quoi? Dan ne ferait jamais de mal à un enfant. Non, c'est impossible. Je n'aurais jamais fait une chose pareille. 5 jours plus tard, la police informe les Keller que les Chavirs ont déposé une nouvelle plainte. Christy affirme à présent que Fran l'a touchée elle aussi. Je ne comprenais pas, et mon mari non plus. Ça nous a brisé le cœur, vraiment. La police prévient les Keller qu'elle va devoir enquêter sur les allégations de Christy. Ils étaient accusés d'agression sexuelle sur mineurs. Aucun des deux n'avait d'antécédents judiciaires. Je pense même qu'ils n'avaient jamais reçu de contravention. Je n'en revenais pas. Nous étions tous les deux totalement innocents. La garderie des Keller ferme immédiatement, en attendant les conclusions de l'enquête. Quand le bureau du shérif a commencé son enquête, je ne pense pas que Fran et Dan avaient conscience de ce qui les attendait. Ils n'étaient pas prêts à affronter une situation aussi grave. La nouvelle se répand à travers la ville d'Austin, et les accusations ne tardent pas à s'intensifier. Une deuxième mère accuse les Keller de sévices sexuels sur son fils. Peu de temps après, un autre petit garçon, Vijay, accuse à son tour les Keller. La mère est alertée par des gestes de son fils qu'elle juge inappropriés. Lorsqu'il lui confie que Dan Keller lui a fait du mal, elle prévient immédiatement la police et porte plainte. C'est un sentiment épouvantable quand vous aimez les enfants et qu'une chose pareille vous arrive. Ça vous détruit, mentalement et physiquement. Ça vous détruit. En octobre, les parents de Vijay et la mère de Christy, Suzanne, étaient convaincus que leurs enfants avaient non seulement subi des violences sexuelles, mais aussi fait l'objet de sévices rituels. La journaliste Leslie Bennett commence à enquêter sur les sévices rituels en 1991. Je me suis consacrée au sujet pendant 1 an et demi. Et c'est vraiment troublant de devoir se confronter à de tels faits, de supposer que ces récits sont exacts, d'imaginer que des êtres humains puissent faire subir de telles atrocités à d'autres êtres humains, très souvent des enfants. On est forcément affecté. Au début, on accusait Fran et Dan de se déguiser en loups-garous et de forcer les enfants à porter une toge et à tenir un cierge pendant qu'ils maltraitaient des animaux. Ce n'est que le début du cauchemar pour les enfants, leurs familles, mais surtout pour Fran et Dan Keller. Plus choquant encore, des dizaines d'employés de garderie de tout le pays sont accusés de sévices sexuels sur de jeunes enfants. La police aurait-elle découvert un réseau pédophile? L'affaire choque le pays. Fran et Dan Keller, propriétaires d'une garderie agréée, sont accusés de sévices sexuels sur des enfants qu'on leur a confiés. Et ils ne sont pas seuls. Au début des années 90, une centaine d'employés de garderie de tout le pays sont accusés de sévices rituels.
It's the latest in what seems to be an epidemic of child abuse in this country. Le sentiment de panique naît en 1983, lorsqu'une mère signale aux autorités de Los Angeles que son enfant a subi des attouchements à la garderie de McMartin. This was the case that touched off a wave of other child molestation charges across the country. Les experts concluent que 369 enfants ont subi des sévices dans cette seule garderie. The accused include the preschool owner, 76-year-old Virginia McMartin, her daughter, and 2 grandchildren. Et entre 1989 et 1995, 90 enfants affirment avoir subi des sévices sexuels de personnes liées à une garderie d'Edenton, en Caroline du Nord. The building is now an adult activities center, but the memory of what went on here won't be forgotten. 50 employés de garderie sont jugés à travers le pays. Ils sont accusés de maltraitance envers les enfants qu'ils gardaient. Les récits des enfants sont terrifiants et inimaginables. Ils décrivent des rituels sataniques, dans lesquels ils assistent par exemple à la décapitation d'un nourrisson dans une église et doivent boire son sang. Les années 80 ont été le théâtre de ce qu'on appelle aujourd'hui la panique satanique. Les gens se déchaînaient. On ne parlait que de ça à la télé, dans les livres ou dans les films. Quand la population a pris conscience du problème des sévices rituels sataniques, les gens ont eu tendance à surprotéger leurs enfants. Prosecutors say some of the victims were only 2 years old, and their molesters frightened them into keeping quiet about the abuse by slaughtering small animals in front of them. Des gens d'apparence ordinaire se livraient à des actes étranges dans tout le pays. Fran et Dan Keller n'en étaient que la version texane. On était naïfs à propos des rites sataniques, surtout au Texas, un État très croyant. On s'inquiétait beaucoup à l'idée que des gens vénèrent le diable. Since June, the Kellers have operated what's called a registered family care home in this South Travis County house. The Department of Human Services later revoked the Kellers' registration in August after investigating the first complaint against the couple. 3 mois après les accusations, Fran et Dan Keller sont mis en examen pour agression sexuelle et attentat à la pudeur sur mineur. On avait très peur d'être séparés, d'aller en prison alors qu'on n'avait rien fait. On n'arrêtait pas d'y penser. On a pris peur. On est allé voir notre fille à Las Vegas. Je pensais qu'il n'y avait que les coupables qui fuyaient, mais j'ai changé d'avis. Je ne sais pas s'ils se doutaient de la tournure qu'allaient prendre les événements. En fuyant, ils ne faisaient qu'aggraver leur cas. Peu avant l'arrivée des Keller à Las Vegas, un 3e enfant, Brendan Nash, 4 ans, affirme lui aussi avoir été victime de sévices. Le couple est déclaré en fuite. Fran et Dan Keller sont désormais recherchés. Pendant que les autorités traquent les Keller, les allégations des enfants se font encore plus étranges et troublantes. Christy raconte qu'ils ont découpé un chien, qu'ils lui ont arraché la patte, puis que ce chien est ressuscité avant d'être à nouveau tué. Les allégations étaient de plus en plus atroces. Il était question d'enterrement, de cimetière, de mort, d'exécution. Christy raconte aussi que les enfants portaient des toches de différentes couleurs et tenaient des cierges, qu'on leur faisait déterrer des corps, les démembrer et les recoudre. Les enfants, âgés de 3 à 4 ans, déclarent que les Keller menaçaient de tuer leurs parents et brûler leur maison s'ils en parlaient à quelqu'un. Il faudra plus de 3 semaines aux forces de l'ordre pour retrouver Fran et Dan Keller. On était dans une chambre d'hôtel sur le lit. On a frappé à la porte, j'ai ouvert et je me suis retrouvé devant un revolver. Ils avaient leurs armes braquées sur moi. Ils étaient prêts à tirer au moindre faux mouvement. Ils m'ont menotté et m'ont emmené. J'étais terrifiée. On s'est regardés pendant tout le trajet. On savait qu'on ne se reverrait plus.
Les Keller sont arrêtés le 14 janvier 1992 et transportés à la prison du comté de Travis, à Austin. C'est comme si on mourait du jour au lendemain. La vie est terminée. Le procès des Keller s'ouvre en novembre 1992. L'accusation sait qu'elle tient un dossier solide. Fran et Dan Keller étaient accusés d'agression sexuelle sur un enfant, Christy. Pendant 20 ans, Kenneth Lanning a traité les affaires de violences sexuelles sur mineurs au département des sciences comportementales du FBI. Il restait à réunir des preuves, à établir leur culpabilité devant le tribunal. L'accusation a choisi de minimiser le côté rite satanique et de se concentrer sur la partie pour laquelle elle avait des certitudes. Le jour où Christy Chavers signale à la police les allégations de sa fille à l'encontre des Keller, l'enfant est examiné par le docteur Michael Mao, qui déclare dans son rapport avoir découvert des traces de sévices sexuels. Et il était le seul à pouvoir établir un lien entre ces allégations et d'éventuelles preuves matérielles. Le 5e jour du procès, un ami des Keller, Doug Perry, est appelé à la barre et livre un témoignage stupéfiant. Douglas a été appelé à comparaître uniquement parce que c'était un ami des Keller et qu'il fréquentait la garderie et leur maison, qui ne formaient qu'un seul et même bâtiment. Doug Perry a affirmé qu'il avait participé à une orgie chez Fran et Dan avec Christy et d'autres enfants. Après de tels aveux, le mal était fait. La situation a été irréparable. Pendant que le juge a lu le verdict, je serrais la main de mon avocat très fort. J'avais fait mes prières dans ma cellule. Et quand le verdict est tombé, je lui ai lâché la main. Je n'en revenais pas. C'était insupportable. Le 30 novembre 1992, Fran et Dan Keller sont chacun condamnés à 48 ans de réclusion. Il y avait des caméras partout. Les flashs crépitaient. On était assis à l'opposé l'un de l'autre. Et on se regardait. On essayait de lire dans les pensées de l'autre, de lui montrer qu'on l'aimait. Lorsque les Keller se retrouvent en prison, probablement pour le restant de leur jour, la journaliste Leslie Bennett a déjà commencé à enquêter sur les sévices rituels sataniques. Je suis allée voir une psychiatre en tant que journaliste. Et elle m'a dit qu'elle avait de plus en plus de patients qui affirmaient avoir été victimes de sévices rituels sataniques pendant leur enfance. Les dossiers ne manquaient pas, mais ces femmes craignaient de parler à visage découvert, car elles avaient souvent très peur. Une victime présumée, que nous appellerons Susie Burke pour préserver son identité, a grandi dans une petite ville du Midwest. Elle se rappelle avoir assisté à des cérémonies durant son enfance. Je me souviens, j'avais 3 ou 4 ans, j'étais toute petite. Je vois un bébé allongé sur l'autel. Il y a des cierges partout. Je vois du sang. Je veux sortir de là parce que je me dis qu'ils vont le sacrifier, qu'ils vont le vider de son sang. C'est une histoire bien connue qui rappelle toutes celles que relate Leslie Bennett dans Vanity Fair. La psychiatre m'a dit, quand on a une patiente de ce genre, on se dit qu'elle est atteinte de psychose. Mais quand on tombe sur une autre patiente qui ne la connaît pas et qui raconte les mêmes choses qu'elle, puis sur une troisième, puis une quatrième, on finit par se demander sérieusement ce qui se passe. Dans les années 80, et
Et au début des années 90, un nombre inquiétant de femmes affirment avoir été victimes de sectes sataniques et de rites pervers pendant leur enfance. Il y avait beaucoup plus de femmes que d'hommes qui témoignaient. Les hommes ont plus de mal à parler de ces choses-là. Les psychiatres sont abasourdis par ce qui ressemble à une épidémie de sévices sexuels, dont les traumatismes poussent de nombreuses victimes à refouler leurs souvenirs pour pouvoir continuer à vivre. J'ai interrogé des femmes de tout le pays, de différents milieux, différentes origines. Et toutes, sans exception, m'ont raconté les mêmes histoires atroces. Les cas n'étaient pas tous identiques, mais les plus extrêmes impliquaient des sacrifices humains. Certains affirmaient que 50 000 enfants étaient sacrifiés chaque année dans ces rites sataniques. Satanic ritual abuse involving group sex, black robes, animal, and even human sacrifice. Je voulais savoir si ce phénomène était bien réel, ou si c'était le fruit d'une sorte d'hystérie collective. Susie Burke ressemble à toutes les femmes que Leslie Bennett a interrogées. Elle a grandi dans une petite ville tranquille. J'ai été élevée dans une famille catholique. J'ai 3 sœurs et un frère. Mon père n'était pas très présent. Il travaillait dans le secteur médical. Il était souvent de garde. Vu de l'extérieur, ma famille avait tout d'une famille aimante. On allait à la messe tous les dimanches. On dînait ensemble le soir. Mais nos parents nous disaient souvent de rester discrets. Alors, j'ai appris à me taire. Après le lycée, j'ai suivi des études d'infirmière. Quand j'ai connu Susie, ce qui m'a marqué chez elle, c'est son entrain, son dynamisme, son courage. Elle ne cachait rien. Elle était sincère. À 28 ans, Susie épouse Tom. 1 ou 2 mois après, elle est tombée enceinte. Et 3 ans après la naissance de notre première fille, la deuxième est née. Susie s'est mise à déprimer. Non seulement elle avait du mal à communiquer avec moi et à s'occuper des enfants, mais elle faisait aussi des cauchemars la nuit. J'avais l'impression d'être dans un trou noir. Tout était noir autour de moi. Je songeais de plus en plus sérieusement au suicide. Quand elle m'a annoncé qu'elle songeait au suicide, j'ai eu très peur. Heureusement que Miguel était là. Susie fait appel à un ami psychologue, Miguel Martinez, son professeur à l'université. Elle souffrait, elle était perdue. Il fallait que je trouve un moyen de l'aider. Le docteur Martinez et Susie entreprennent une thérapie hebdomadaire. Il invite la jeune femme à explorer ses souvenirs d'enfance. Il m'a dit de laisser libre cours à mon inconscient. C'est ce que j'ai fait. Et c'est là que j'ai vu cette petite fille de 2 ou 3 ans au fond d'un bar, pour la première fois. Je la revois, la culotte autour des chevilles, avec des gens bizarres assis à côté d'elle. C'est un bar que mon père fréquentait avec ses copains. Et je sais que c'était moi. Elle décrivait à mes yeux ce qui ressemblait à des violences sexuelles. Quand j'ai compris que mon père était impliqué et qu'il avait laissé des gens me faire du mal, j'aurais voulu le tuer. Mais il était déjà mort. Je crois que ma mère l'a laissé faire. Pour elle, ça valait mieux que de se retrouver à la rue. Susie n'a aucune preuve matérielle de ce qu'elle affirme. Mais ses souvenirs sont tellement douloureux qu'ils ne cessent de la hanter. On a eu tendance à ne pas tenir compte de ces témoignages, surtout quand ils provenaient de femmes. Mais l'histoire a souvent prouvé que ce n'était ni des mensonges, ni leur imagination, et que certaines atrocités ont bien eu lieu. J'ai compris, après des années de thérapie, qu'il ne s'agit pas simplement de violences sexuelles, mais de sévices rituels. Je préfère parler de sévices rituels, car quand on parle de rites sataniques, les gens se crispent.
Ces souvenirs sont horribles. Je refusais d'y croire. Le docteur Martinez et Suzy reconstituent ses souvenirs au fil des séances. L'un d'eux en particulier continue de la hanter. Je me trouve au sous-sol d'une église. Je ne peux ni bouger, ni parler, ni ouvrir les yeux. Mais j'entends des gens autour de moi. J'ai sûrement été droguée et anesthésiée. Tout d'un coup, j'entends un bruit d'instrument et je comprends qu'ils vont pratiquer un avortement sur une personne. Et cette personne, c'est moi. Je devais avoir 13 ans. Une des femmes que j'ai interrogées était tombée plusieurs fois enceinte. Elle m'a raconté qu'on lui avait retiré ses fœtus au cours de rites sataniques. Une autre se souvenait que sa sœur jumelle avait été tuée lors d'un rite. On lui avait arraché le cœur alors qu'elle était en vie. Je me disais que ce n'était pas vrai. C'est extrêmement dégradant. J'avais tellement honte. Une des femmes que j'ai interrogées avait des cicatrices et des traces sur tout le corps, dont l'une ressemblait à un stigmate. Est-ce que c'était dû à un rite satanique? Ou est-ce que ses parents et ses proches étaient des sadiques, au point de lui faire subir des atrocités? Tout ce que je sais, c'est que ça m'est arrivé. Je l'ai vécu. Quand on me demande si je peux le prouver, je réponds que non. Mon rôle est de combattre les effets négatifs du traumatisme et d'aider le patient à guérir pour vivre une vie plus épanouie. Je me suis donné tant de mal pour trouver la paix. Mais aujourd'hui, je me sens obligée de témoigner pour toutes les victimes. Pendant près de 2 ans, Leslie Bennett est allée à la rencontre de victimes présumées. Jamais, dans toute ma carrière de journaliste, en dépit de toutes les enquêtes menées, je ne m'étais intéressée à un sujet aussi longtemps pour finir mon travail sans en savoir davantage qu'au moment où j'avais commencé. Aujourd'hui encore, je ne sais absolument pas si ces histoires sont vraies. Et ça me hante toujours. J'ai commencé à me poser des questions. Je travaillais sur ces dossiers avec les forces de l'ordre. Et quoi qu'ils fassent, les enquêteurs étaient incapables de corroborer certains éléments de ces affaires. En 1992, Kenneth Flanning, dans un rapport officiel du gouvernement, conclut que l'existence de violences rituelles sataniques ne peut être prouvée. Si tout cela a eu lieu et qu'on ne trouve aucune preuve, ce serait le plus grand complot criminel de l'histoire de l'humanité. Mais il est important de savoir qu'à l'époque, on sortait de plusieurs siècles de déni au sujet des violences sexuelles sur les enfants. Certains de ces enfants ont peut-être subi des sévices, mais pas ceux qu'ils décrivent. Bien longtemps après ces affaires, dont la plupart se sont soldées par un non-lieu, Fran et Dan Keller sont toujours en prison au Texas. Accusés d'avoir fait participer des enfants à des rites sataniques, ils ont été reconnus coupables d'agression sexuelle. Dans le bus qui m'emmenait à la prison, j'ai regardé Fran par la vitre. Je lui ai dit « Au revoir chérie, on se reverra ». Les Keller, qui nient les faits, se sont vus refuser la liberté conditionnelle à 3 reprises. À 56 ans, Fran est bien décidé à prouver son innocence. J'ai écrit à tous les avocats que j'ai trouvés. Je pense n'en avoir oublié aucun. Keith Hampton, avocat à Austin, accepte finalement de réexaminer le dossier. L'affaire est surréaliste. L'enquête s'est transformée en chasse aux sorcières, menée par des policiers naïfs qui croyaient aux histoires complètement délirantes qu'on leur racontait. Hampton vont ébranler tous les protagonistes de l'affaire Keller. En 1992, Fran et Dan Keller sont emprisonnés au Texas pour un crime qu'ils affirment ne pas avoir commis. L'avocat Keith Hampton prend l'affaire en main.
J'ai découvert un dessin de Jésus dans le dossier. Il venait de la prison. Dan avait écrit en dessous « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Quand je l'ai interrogé à ce propos, il m'a répondu que les autres détenus le rudoyaient et que les gardiens le méprisaient. Tout le monde était persuadé qu'il avait fait subir des horreurs à une petite fille de 3 ans et demi. Ils y croyaient. Dan a bien failli être tué. C'est très dur. C'est dur de continuer à vivre, d'essayer de ne pas perdre la tête en sachant qu'on a tenté de tuer votre mari en prison plus d'une fois. Fran vivait dans la terreur absolue. Elle subissait des horreurs parce que les gens croyaient à cette histoire. Fran et Dan n'avaient aucun antécédent judiciaire. Rien dans leur passé ne permettait de supposer qu'ils aient pu violer des enfants. C'étaient des gens normaux. Comment est-ce que cette affaire avait pu déraper? Hampton trouve les entretiens avec la petite Christy Chavers particulièrement troublants. Il fait examiner les cassettes à des spécialistes de la maltraitance infantile. Dès que j'ai visionné les cassettes, j'ai compris qu'il y avait un problème. Ancienne assistante sociale, Vivian Lewis est aujourd'hui spécialiste de la maltraitance infantile au département de la Défense. J'estime que la personne chargée de l'entretien pose des questions tendancieuses, et ce, de manière injustifiée. Can you show me what Danny does at the daycare to Christy? Can you show me? What you tell me? You show me. Tell me what? 18 des plus grands spécialistes mondiaux m'ont remis une lettre dans laquelle ils confirmaient que ces enfants avaient été victimes d'interrogatoires orientés. Cela peut créer chez un enfant des souvenirs d'événements qui n'ont pourtant jamais eu lieu. Hampton fait une autre découverte troublante. Elle concerne le témoignage de l'ami des Keller, Doug Perry. Ses aveux semblent avoir été forcés. Lors de son interrogatoire, Doug Perry finit par avouer qu'il a participé à une orgie chez Fran et Dan avec Christy et d'autres enfants. Mais il se rétracte aussitôt. Il avait très peur et il a littéralement craqué. Il a entraîné de nombreuses personnes dans sa chute. Le juge l'a appelé à la barre et l'a menacé d'emprisonnement s'il ne lisait pas ses aveux. Alors il les a lus, puis a déclaré au jury que rien de tout cela n'était vrai. Mais le jury n'est pas convaincu par cette rétractation. Après la condamnation des Keller, Doug Perry plaide coupable d'attentat à la pudeur sur mineur. Il est condamné à 10 ans de mise à l'épreuve. Il reçoit les conseils de Vivian Lewis. Ce n'était pas un pédophile. Je pense qu'il s'est fait piéger par le système. Il avait peur. Il m'a dit qu'il aurait raconté n'importe quoi pour qu'on le laisse partir. Les adultes présents dans la salle, les policiers, les membres du parquet, tous ceux qui étaient censés prendre un peu de recul sur la situation, ont complètement perdu la tête. Et ils ont condamné à tort un couple pour un crime qui n'avait jamais eu lieu. Comment prouver que mes clients étaient innocents? Que faire de plus? L'ADN ne pouvait pas nous aider dans cette affaire. Convaincu de l'innocence des Keller, Hampton est bien décidé à retrouver le médecin qui a fourni la preuve la plus importante lors du procès. Et il découvre que cet homme garde un terrible secret depuis plus de 20 ans. Lors du procès pour sévices sexuels de Fran et Dan Keller, le docteur Michael Mao a fourni l'élément clé du dossier. La preuve médicale que la petite Christy Chavers, 3 ans, a été violée. Plus de 20 ans après le procès, l'avocat Keith Hampton interroge enfin le docteur Mao sur ses conclusions.
On s'est donné rendez-vous dans un restaurant. Il m'a dit « J'ai témoigné dans l'affaire Keller et j'ai eu tort. Je me suis trompé. J'ai raconté n'importe quoi. » Il s'est rétracté. Il a dit qu'il était jeune et n'avait pas été formé à l'examen de victimes d'agressions sexuelles, notamment les enfants. Je lui ai demandé de faire une déclaration sous serment. Il l'a faite. Pendant toutes ces années, il avait eu des remords et voulait réparer ce qui était, il l'a compris plus tard, une injustice. Une fois l'attestation de faux témoignages en main, je suis allé faire signer une ordonnance à un juge. Les droits des accusés avaient été violés. Près de 21 ans après son incarcération, Fran Keller, âgé de 63 ans, retrouve enfin la liberté. Si j'avais pu embrasser un arbre, je l'aurais fait. 10 jours après sa libération, Fran attend son mari devant la prison du comté. Ils ne s'étaient plus vus depuis 21 ans et ils étaient en état de choc. Je suis sorti et j'ai vu Keith. Il m'a repeigné. Je lui ai demandé « Où est Fran ? Viens là !» À sa sortie de prison, il était tout maigre. Il marchait avec une canne. Il n'avait plus sa barbe et sa moustache. C'était interdit en prison. Je l'ai regardé et j'ai cru que j'allais pleurer. Mais je l'avais retrouvé. Il était à moi. Today, the couple has a lot of hope for the future. We're free. I'm only 63. I've got another 30, 40 years to go. I'm just as happy as can be. Le 20 mai 2015, la Chambre d'accusation du Texas annule la condamnation de Fran et Dan Keller. Ils ne sont plus en prison, mais n'ont pas retrouvé une vie normale. Ils ont passé l'essentiel de leur vie active en prison. Ils vont dans des banques alimentaires, ils donnent leur sang pour de l'argent. On est fichés comme délinquants sexuels. On ne peut pas approcher un mineur de moins de 16 ans sans la présence d'un adulte. On n'a pas le droit de chercher un emploi pour s'en sortir. On a perdu tout ce pour quoi on avait travaillé. Ce que je voulais et que je n'ai toujours pas obtenu, c'est leur disculpation. Ils n'ont pas été innocentés. La seule personne qui peut le faire, c'est le procureur. Et elle est incroyablement réticente. On s'est rencontrés et en partant, elle m'a dit qu'elle ne croyait pas en leur innocence. Nous avons demandé au bureau du procureur de clarifier sa position sur l'affaire Keller. Mais nous n'avons eu aucune réponse. Un des enseignements les plus importants de cette affaire, c'est que tout peut s'effondrer très vite. Très souvent, dans ces affaires, les jurés font, à mon sens, un excès de zèle et éprouvent le besoin de croire les victimes. Cette affaire illustre parfaitement l'hystérie collective et ses conséquences. Et nous devons nous en souvenir, car cela se reproduira. Mentalement, on est toujours enfermé. On a toujours ce poids au-dessus de la tête. Ce crime, cette accusation. Malgré tout ce qu'ils ont vécu, Fran et Dan Keller restent optimistes. Et ils s'aiment plus que jamais. Ils ont été séparés pendant 21 ans et se sont retrouvés comme s'ils s'étaient quittés la veille. C'est très impressionnant. Je n'aurais jamais cru qu'on serait séparés. C'était horrible. Pourquoi tu m'aimes autant? Parce que t'es sexy. Oui, c'est vrai.
On n'est pas méchants. On ne souhaite de mal à personne. On n'a aucune haine. On croit en Dieu et on suit sa parole.